mes chers amis, je suis heureux, mes chers amis, ça fait plaisir. Mes chers amis, c'est la France qui nous anime. C'est la France qui nous donne cette énergie. C'est la France qui nous fait nous engager. Et j'ai la conviction, au plus profond de moi-même, que la France mérite mieux, que la France ne peut pas rester là où elle se trouve. Je refuse d'assister passif à son recul, à son effacement, à son déclassement. Le mot n'est pas trop fort, il est juste. Le déclassement, c'est un pays qui s'enfonce dans le chômage de masse quand nos partenaires européens renouent tous avec la croissance et avec le plein emploi. Le déclassement, c'est un pays qui s'efface sur la scène internationale et qui ne pèse plus en Europe. C'est une voix qu'on écoute poliment, mais qu'on n'entend pas. C'est une diplomatie qui a disparu. C'est une nation qui assiste sans réagir au délitement du projet européen. Où était le gouvernement français lorsque la crise migratoire a éclaté, aux abonnés absents? Où était le gouvernement français quand la Crimée et l'Ukraine ont réveillé le spectre de guerre que l'on croyait oublié, aux abonnés absents? Où était le gouvernement français lorsque l'Allemagne a décidé sans réflexion d'ouvrir ses frontières pendant que la Hongrie décidait de les fermer? Il avait disparu, rayé de la carte, le gouvernement français. Et c'est la France, Ingrid. Le déclassement, c'est ce que ressentent ces millions de Français qui imaginent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, puisque déjà ils vivent eux-mêmes moins bien que leurs parents. Le déclassement, c'est l'école de la République qui faisait notre fierté, qui était le cœur de la promotion sociale et qui est devenue, Luc, j'ose le mot, l'une des plus inégalitaires d'Europe. La moitié des fils d'ouvriers resteront ouvriers. Ce n'est pas l'égalité républicaine que nous voulons. 40% des enfants de cadres ne seront jamais eux-mêmes cadres supérieurs. La promesse qu'offrait l'école de la République à tous les enfants de France de s'élever, de gravir un à un les échelons, est devenue si incertaine que les familles qui le peuvent ne se sont jamais autant détournées de l'école publique pour inscrire leurs enfants, quand ils le peuvent et quand ils ont les moyens, à l'école privée. Voilà ce qu'ils ont fait de l'école de la République, l'école des inégalités. Le déclassement, c'est ce que ressentent tant de professions, Maurice, qui ont perdu la place et la reconnaissance qu'ils avaient. C'est le jeune enseignant, quelle perspective, qui commence sa carrière à 1 600 € par mois dans les établissements les plus difficiles, où il se fait insulter par des mineurs dont on ferait mieux de rappeler qu'il n'y a pas d'école sans autorité et que l'autorité, c'est le respect que l'on doit au maître. C'est ce jeune médecin que le gouvernement veut transformer en fonctionnaire de la sécurité sociale avec le tiers payant généralisé et que l'on humilie
quand on lui accorde du bout des doigts une augmentation d'1 € pour le prix de sa consultation. Voilà ce qu'on a fait de la fonction de médecin dans la société d'aujourd'hui. Le déclassement, c'est la jeunesse française, c'est simple, qui est 2 fois plus au chômage que les Britanniques et 3 fois plus au chômage que les Allemands. Ce sont ces milliers de jeunes de nos familles qui partent aux États-Unis, à Londres ou au Canada, parce que pour eux, l'avenir est là-bas, puisqu'il ne peut plus être dans notre pays, en France. C'est cela le déclassement dont nous ne voulons plus. Le déclassement, c'est ces jeunes adultes. Le déclassement, c'est ces jeunes adultes qui, cher Éric, travaillent dur, mais qui sont obligés de solliciter la caution de leurs parents pour avoir le droit de louer un appartement qu'on leur refuse. Parce que dans la République française, quand on travaille dur, qu'on a un emploi, mais qu'on n'a pas de relation, on ne peut pas louer un appartement. C'est un scandale républicain. Le déclassement, c'est cette classe moyenne qui s'est mise à compter ses fins de mois parce qu'elle est la première victime du choc fiscal sans précédent que nous avons connu. Celle que l'on veut priver, tenez-vous bien, d'allocation logement parce qu'elle a le culot d'avoir 30 000 € d'épargne. Excusez-vous si vous avez 30 000 € d'épargne parce qu'on va vous supprimer vos allocations logement comme si c'était un crime de travailler et d'épargner pour se préparer son avenir. Voilà où nous en sommes dans la République française. Oui. Le déclassement, je veux le dénoncer. Ce sont, Laurent, ces familles qui ont dû renoncer à la garde d'enfants à domicile parce que les emplois familiaux sont taxés comme jamais. Ce sont ces millions de Français que l'on ponctionne d'impôts et de taxes pour entretenir un système social qui est devenu injuste, un système dans lequel celui qui fait des efforts doit payer pour celui qui n'en fait pas. Voilà le déclassement que je veux dénoncer. Le déclassement, c'est ce salarié qui passe des heures dans les réseaux de transport en commun vétustes et qui se demande si là-haut, on se rend compte de ce qu'est sa vie quotidienne. Ce sont ces parents à qui on explique qu'ils n'auront pas de place en crèche parce qu'un pays qui a le plus haut taux d'impôt en Europe n'est plus capable d'assurer correctement des besoins essentiels. Ce sont ces millions de travailleurs qui ont vu méduser le mépris avec lequel le pouvoir leur a confisqué les heures supplémentaires dont ils avaient besoin. Le déclassement, ce sont ces millions de Français pour qui le logement est devenu l'exemple de ce que les générations d'avant ont eu et qu'ils n'auront pas. Quelle est cette France dans laquelle être propriétaire est devenu un espoir impossible? Ce n'est plus la France, ce n'est plus la République. Combien de lois absurdes devra-t-on supporter avant de comprendre qu'elles bloquent tellement les constructions que les premières victimes, ce sont les classes moyennes? Je veux défendre les classes moyennes en France. Le déclassement, c'est la ruralité abandonnée. C'est cette France de toujours que l'on moque, que l'on brocarde, et qui voit bien que si rien ne change, ils seront toujours du côté des perdants. C'est cette agriculture qui est sacrifiée par la faiblesse de dirigeants européens incapables de défendre les intérêts stratégiques de la France et de l'Europe. Le déclassement, ce sont tous ces quartiers dont on finit par ne plus assumer le nom, de peur d'être stigmatisé. Ce sont ces territoires dans lesquels les habitants ont peur, peur dans leur immeuble, peur pour leurs enfants, peur dans la rue, peur parce qu'on demande à baisser la tête lorsqu'on rentre chez soi, parce que des caïds, parce que des voyous, parce que des racailles se croient tout permis dans la France de François Hollande.
Je veux finir. Le déclassement, ce sont les beaux esprits qui devisent à longueur de journée sur la légalisation du cannabis, alors que les familles subissent au quotidien les ravages du trafic de drogue. C'est cela, le déclassement. Plus de valeurs, plus de principes, plus de respect. Alors j'entends déjà la voix de ceux pour qui dénoncer le déclassement serait céder aux sirènes du pessimisme, serait noircir le tableau, serait dresser un portrait trop sombre d'une France qu'ils imaginent si heureuse. Eh bien moi, je suis candidat pour dire la vérité, pas pour la taire. Et moi, je vous le dis, la France est trop malade pour qu'on la soigne à dose homéopathique. Je suis candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien. Cette élite si puissante dans la sphère administrative et médiatique et si minoritaire dans le pays. Cette élite, elle ne prend pas le métro, elle voit les trains de banlieue en photo, elle regarde avec une larme à l'œil les collèges de ZEP, et elle s'imagine qu'il y a même des commissariats où on peut éventuellement déposer une main courante. Cette élite-là, elle n'a jamais mis les pieds dans les exploitations agricoles au bord du gouffre, même si elle aime, avec son panier en osier, aller acheter des œufs frais le matin chez la fermière. Cette élite, ça fait longtemps qu'elle n'a pas poussé la porte d'un de ces petits commerces qu'on a braqués pour la 3e ou 4e fois et qui se demandent ce qu'ils ont fait à travailler 14 heures par jour pour qu'on vienne dévaliser une caisse où il y a 250 € de recettes. C'est un scandale que ces gens-là, cette France-là, aient peur. Cette France si protégée, elle est touchante parce qu'elle croit que sa vie, c'est la vie. Et le pire, c'est que c'est la seule. Elle croit que son monde, c'est le monde, et que c'est le seul. Et quand elle daigne regarder l'autre France, la France exposée aux maux si profonds de notre pays, elle le fait de haut. Elle porte sur elle des jugements de valeur qui font mal. Elle la croit raciste, elle la croit sécuritaire, elle la croit xénophobe, elle trouve qu'elle manque de hauteur de vue, qu'elle manque de grandeur morale, qu'elle manque d'humanité, et par-dessus tout, le plus grave, qu'elle n'est pas moderne. Alors ça, c'est grave. Eh bien moi, cette France de la vie réelle qui est regardée de haut, cette France qui se sent incomprise, qui se sent maltraitée, qui ne se sent plus représentée, moi je veux être son porte-parole. Parce que toute ma fierté, c'est de porter la parole de cette France-là. Je veux parler au nom de cette majorité silencieuse qui ne manifeste pas, qui ne bloque pas, qui ne revendique pas et qui pourtant a bien des choses à dire. Moi, je ne cherche pas la bénédiction du petit Paris mondain, je cherche la résurrection du peuple de France. Voilà la différence entre eux et nous. Nous sommes un vieux pays. Nous sommes un vieux pays, façonné par des siècles d'histoire. Nous sommes une nation qui s'est battue pour passer d'une juxtaposition de régions à une seule communauté nationale, d'une somme de territoires, François, à une république indivisible. Eh bien, nous devons être les garants d'un héritage français, celui que nous avons reçu de tous ces héros
qui se sont battus pour nous et pour la République. Un héritage dans lequel l'envie d'être ensemble compte plus que l'origine, que la naissance, que la religion, que la couleur de peau. Une terre de France dans laquelle à jamais et pour toujours, l'homme et la femme sont égaux. À jamais et pour toujours, la terre de France. Un territoire où le travail, où le mérite, où l'effort pourront toujours effacer, Gérald, les inégalités de départ. Et moi, je veux que la France reste la France, parce qu'il n'y a pas d'espoir pour un pays qui se coupe de ses racines. Je veux que la France reste la France, parce que c'est en restant fidèle à ce que nous sommes que nous pourrons porter cet immense projet de remettre notre pays à sa juste place. Il faut s'inspirer du combat de Renan. La nation n'est pas une ethnie, la nation n'est pas une langue, la nation c'est un désir de vivre ensemble. Ceux qui n'ont pas le désir de vivre avec nous ne peuvent pas être français parce qu'ils ne comprennent pas l'âme de la nation française. Renan, écoutez-le, écoutez-le. Écoutez ce que ce génie a écrit, à avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore. Voici les conditions essentielles pour être un peuple. On aime, poursuit-il, ce géant, en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Voilà pourquoi le mot héritage est l'un des plus beaux mots de la langue française. Jamais, Christian, jamais, je ne renoncerai à combattre le communautarisme, car il est à l'exact opposé du modèle républicain français. Jamais je n'accepterai qu'il s'immisce à l'école, à l'université, dans l'entreprise, dans les piscines, sur les plages, par des provocations d'une minorité qui porte le projet d'un islam politique dont nous ne voulons pas sur le territoire de la République française. Jamais, jamais, jamais je n'accepterai les accommodements raisonnables. Jamais je n'accepterai qu'on laisse la République se diviser en communautés qui ne partagent rien d'autre que le fameux droit à la différence. Je vais vous en parler du droit à la différence parce que ma conviction, c'est que sur le droit à la différence, on ne fonde rien de plus que ce qu'on construit sur du sable. Voilà ce qu'est le droit à la différence par rapport à la communauté nationale et à la République française. Jamais, jamais, je n'accepterai des pratiques qui remettent en cause cette conquête qui vient de si loin, de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Nous sommes la France, nous sommes le pays des grands combats, celui de Simone Veil, celui de Lucien Neuwirth. Et chez nous, l'homme serre la main de la femme, le médecin ne se choisit pas en fonction de son sexe et la femme n'est soumise à aucune pression vestimentaire parce que chez nous, la France, la femme est libre depuis toujours et pour toujours. Voilà le message de la France. Elle est libre. Je ne renoncerai jamais à l'assimilation. Alors, j'ai vu que les militants du renoncement, cette étrange passion de l'abaissement dont parlait le général de Gaulle, n'avaient pas compris nos ancêtres les Gaulois. Je dois donc leur expliquer. Une session de rattrapage. Toute personne qui veut entrer dans la communauté nationale
doit accepter et faire sien notre récit national, nos mœurs, nos valeurs, notre mode de vie. Parce qu'être français, c'est partager un héritage qui vient de loin. Peu importe de savoir où sont nés tes parents, peu importe la couleur de ta peau, peu importe devant quel Dieu tu baisses la tête, tu es mon semblable en nationalité, tu es mon semblable en citoyenneté, à une condition, que tu reçoives, quelles que soient tes origines, ta religion, la couleur de ta peau, que tu reçoives, que tu célèbres et que tu proclames l'amour de la France et l'amour de la République. C'est cela le combat pour l'assimilation. Et je vais même vous dire mieux. Dans mes ancêtres, il y a les Gaulois et il y a Aimé Césaire aussi. La fraternité. Mes chers amis, la France n'est pas qu'un espace juridique dans lequel on entre et on sort à sa guise, sans rien partager sur le fond. Je n'accepterai pas que l'on vous prive des questions fondamentales. Je ne laisserai pas dire quels sont les débats qui sont légitimes et ceux qui sont interdits. Mais qui sont-ils pour nous interdire quoi que ce soit? Eux-mêmes qui disaient en 68 qu'il est interdit d'interdire. Ce n'est pas nous qui vont interdire quoi que ce soit, eux qui n'ont jamais rien interdit à personne. Alors, oui, Rachida, Christian, je parle de l'identité. Je ne serai pas le président qui acceptera le délitement de la République. Je parle de l'autorité. Parce que la République, c'est l'autorité. C'est le respect pour le professeur qui enseigne. C'est le respect pour le médecin qui soigne. C'est le respect pour le conducteur de bus qui transporte. C'est le respect pour le pompier qui sauve. C'est le respect pour le policier et pour le gendarme qui protège. Et je veux dire, Christian, que ce qui s'est passé à Viry-Châtillon hier est un scandale. C'est une honte. Le scandale et la honte, c'est l'impunité. Et nos pensées doivent aller à ce policier qui se bat pour sa vie et à sa famille. La République, c'est une manière civilisée de vivre ensemble. La République, c'est la loi démocratique, ce n'est pas la loi de la jungle. On ne parle pas à ses enseignants comme on parle à des copains. On ne parle pas aux femmes comme si elles étaient des inférieures. On n'insulte pas les forces de l'ordre. La République, c'est le respect. François Hollande, qu'avez-vous fait de la République française? Je parle d'immigration parce que nous sommes enfermés dans une logique folle, en accueillant toujours plus de monde alors que nous les assimilons de moins en moins. Je veux suspendre le regroupement familial parce que je sais que l'échec d'aujourd'hui ne pourra qu'être pire demain, compte tenu de la pression démographique considérable que connaît l'Afrique. À tous ceux qui protestent, je veux dire qu'être un homme d'État, c'est regarder la vérité en face. Et je leur demande à ceux qui protestent si leur seule réponse au doublement de la population africaine dans les 30 ans, ça sera le statu quo, l'immobilisme, les bras croisés, la démission. Je ne serai pas le président du statu quo. Je solliciterai l'avis des Français par référendum, parce que ça sera à vous de décider et à personne d'autre. Mais regardez-les, écoutez-les. On appelait au peuple. Quel scandale! Comment disent-ils? Quel populisme! Et puis en plus, il n'y a rien à discuter, puisque c'est impossible. Qui l'a dit? Les juristes. On est impressionnés. Les spécialistes, ça fait peur. L'État de droit, une fois encore. Et le Conseil d'État, il ne manquerait plus que lui.
Eh bien, allez, je vais leur faire un cadeau. Je vais leur faire un cadeau, ce qu'écrivait le général de Gaulle dans le tome 2 des Mémoires d'Espoir. C'est le général, c'est pas moi. Il est grand temps de prouver que les fiefs politiques, que les fiefs professionnels, que les fiefs journalistiques, fussent-ils additionnés, n'expriment pas la volonté du peuple, non plus qu'ils ne défendent son intérêt collectif. Le général a déjà tout dit. Alors, le 18 juin 2017, nous organiserons, au titre de l'article 11 de notre Constitution, le référendum qui permettra à tous les Français de répondre à cette question. Approuvez-vous la suspension du droit au regroupement familial pour les étrangers extra-communautaires? C'est vous qui répondrez. Qu'il est touchant, ce nouveau cartel des noms, qui était si enthousiaste pour le général de Gaulle. Pourtant, il n'avait à la bouche que la démocratie participative. Mais ceux qui sont pour la démocratie participative s'étranglent d'indignation à l'idée que par le référendum, le peuple puisse participer à la prise de décision. Ici, on est gaulliste. Je parle de l'islam parce que je refuse de passer sous silence les ravages, je dis bien les ravages, d'un islam radicalisé dans les quartiers, quand on nous dit qu'un jeune musulman sur 2 pense que les lois de la République sont moins importantes que celles de la charia. Je ne serai pas le président du non-dit. Les problèmes, mes chers compatriotes, sont devant nous. Ils ne sont pas derrière nous. Et je veux défendre toutes ces jeunes musulmanes françaises qui ne veulent pas être abandonnées et asservies à la tyrannie d'une minorité religieuse moyenâgeuse. Voilà mon message. C'est nous qui allons les défendre. C'est nous qui allons les défendre et qui porteront, Ygritte, le message de leur liberté. Je parle du terrorisme parce que je refuse qu'on explique aux Français que c'est à eux de s'adapter à la menace et qu'il n'y a rien à faire. Je ne serai pas le président qui acceptera de subir la menace de ces barbares. Ce sont des barbares, ça sera eux ou nous, et comme ça ne sera pas nous, ça sera eux. Voilà la guerre que nous allons leur faire. Et j'en ai assez. J'en ai assez, Pierre, que l'état de droit soit brandi comme prétexte à l'immobilisme. Jamais je n'oublierai, cher Christian Estrosi, cher Éric, jamais je n'oublierai la visite aux victimes de Nice. Je n'oublierai pas le visage de cette jeune femme dont la fille de 2 ans et demi est morte devant la baie des Anges. Et je ne dirai pas à cette femme qu'il n'y a rien à faire parce qu'il y a un état de droit. Il y a à faire parce que ça sera la civilisation ou les barbares. Et la civilisation doit mener un combat impitoyable contre les barbares. Je veux donc que les fichiers S soient placés pour les plus dangereux dans des centres de rétention. Parce que je vous le dis, pour protéger votre liberté, il va falloir réduire la liberté de ceux qui sont dans la mouvance terroriste. Et le 18 juin 2017, vous aurez à répondre à cette question. Êtes-vous d'accord pour que le ministre de la Sécurité puisse placer préventivement en rétention administrative les individus identifiés par les services spécialisés comme dangereux et en lien avec les réseaux terroristes, sous le contrôle a posteriori d'un juge? Vous déciderez, peuple de France.
Mes chers amis, on ne rassemble pas la France en esquivant les sujets les plus difficiles. Lorsqu'on esquive, on ne dit pas grand-chose. Et lorsqu'on ne dit pas grand-chose, on se prépare à ne rien faire. Je veux l'alternance forte, je ne veux pas l'alternance molle. On ne rassemble pas la France sur l'ambiguïté. Je ne veux pas que la primaire de la droite et du centre devienne celle de la droite, du centre et de la gauche. Si vous voulez, chers amis, séduire la gauche, soyez candidat à la primaire de la gauche. Moi, je veux porter la parole du peuple de la droite républicaine et du centre. Et je vous dis une chose, la trahison pendant la campagne en augurera de plus grandes. Lorsqu'au pouvoir, il faudra en permanence donner des gages à la gauche. Je veux être le président d'une alternance claire, pas d'une coalition de la gauche et de la droite qui nous mènera au même résultat que dans tous les pays qui l'ont essayé, à la victoire des extrêmes et du Front National. Voilà la différence que je porte. Une seule France. Une seule France qui mettra fin à l'impunité de tous ces délinquants récidivistes, qui mettra fin à l'idéologie du désarmement pénal, qui a un problème avec la prison, avec la sanction, avec la peine. La punition sera claire. Pour un délinquant récidiviste, la peine applicable sera automatiquement accrue de 25%. Après 3 crimes ou délits, de 50 après 5 et de 100 après, jusqu'à ce que ce récidiviste comprenne qu'entre la société, la République, la loi républicaine et lui, c'est lui qui cédera, pas nous. Je ne veux plus que des Français aient à manifester pour qu'on leur reconnaisse le droit à la sécurité, comme ont eu à le faire à Paris nos compatriotes d'origine chinoise. Je ne veux plus de ces scènes honteuses d'autoroutes bloquées par des gens du voyage, de policiers caillassés, de vitrines brisées, d'hôpitaux saccagés à la fin d'une manifestation, de pans entiers du territoire occupé par des groupes d'individus extrémistes qui ne travaillent pas, mais qui vivent largement du produit de vos impôts par le biais de subventions données, accordées généreusement à ces prétendues ONG. Je ne veux plus que les Français se disent qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Cher Éric, celui qui peut casser en toute impunité est la majorité silencieuse qui respecte la règle et se fait sanctionner à la moindre infraction. Cette injustice est devenue insupportable. J'ajoute que président de la République, je veillerai à ce que les organisations syndicales organisatrices de ces manifestations qui dégénèrent soient tenues de payer elles-mêmes, au nom de leurs responsabilités civiles, les dégâts que leurs militants ou les accompagnants de ces militants auront conduits. Cher Laurent, j'ai entendu. Je ne veux pas que restent en France, une minute, des individus qui, par leur comportement, portent atteinte aux valeurs de la République. Je porterai donc, cher Pierre Lellouche, au nom de la France, la renégociation de la Convention européenne des droits de l'homme pour que l'article 8 ne fasse plus obstacle à l'expulsion systématique des délinquants étrangers condamnés à 5 années de prison ou aux imams radicaux. La Convention européenne des droits de l'homme, je la respecte comme je respecte l'état de droit, mais sa renégociation sera une priorité de la diplomatie française, Ingrid. Je ne veux plus que l'on ignore la souffrance de territoires qui subissent de plein fouet la crise migratoire. Oui, cher Gérald, ce que vit Calais et sa région est indigne.
voilà que dans le Pas-de-Calais, il y a un nouveau climat, puisqu'il y a une jungle. Et chacun de décrire la jungle. Je me rendrai à Londres et je dirai à nos partenaires britanniques que ce n'est pas à nous de gérer l'admission d'étrangers en situation illégale sur notre territoire qui veulent passer chez eux. C'est à eux d'établir la liste de ceux qu'ils souhaitent recevoir ou refuser. Et je précise que je n'accepterai pas la politique des quotas, pas davantage que celle des jungles disséminés sur notre territoire, qui sont autant de menaces à notre cohésion nationale. Une seule France. Cela veut dire des fonctionnaires respectés, qui ne se sentiront plus catalogués comme des privilégiés, des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des professions libérales, qui ne se diront plus victimes d'un système inéquitable. Mais pour qu'il n'y ait qu'une seule France, je veux que le public converge strictement vers le privé. Les règles de calcul des retraites du public seront alignées sur les règles du privé. Une seule France, oui, dans laquelle tout le monde a des droits et tout le monde a des devoirs. Je ne veux plus que le salarié au SMIC se désespère de voir qu'on peut gagner autant en ne travaillant pas. Je ne veux plus qu'on cautionne un système social qui permet de vivre pendant des années des aides sociales sans aucune contrepartie. Président de la République, nous mettrons en œuvre une allocation sociale unique qui se substituera à toutes les aides existantes, qui ne pourra jamais être supérieure à 75% du SMIC, car sur le territoire de la République française, jamais quelqu'un qui travaille doit gagner moins que quelqu'un qui est assisté. Et jamais quelqu'un qui est assisté doit pouvoir s'exonérer d'une obligation au service de la collectivité. Une seule France dans laquelle les impôts baisseront. C'est un engagement que je prends devant vous parce que je veux que vous puissiez acheter votre logement. Je veux qu'un jeune couple puisse se dire « je peux avoir un enfant de plus parce que j'aurai le pouvoir d'achat pour avoir une pièce de plus ». Je veux que chacun qui voit sa famille s'augmenter ne soit pas obligé de déménager à chaque naissance un peu plus loin sur la ligne RER, parce que chaque enfant, c'est une perte de niveau de vie et de pouvoir d'achat pour ces familles. Ce n'est pas la République, ce n'est pas ça la République, ce n'est pas ça la France. Une seule France, oui, où chacun d'entre vous pourra transmettre à ses enfants votre patrimoine, le produit d'une vie de travail, sans impôt sur les successions, jusqu'à 400 000 € par enfant. Parce que quand on a travaillé toute sa vie, on doit pouvoir laisser à ses enfants le produit d'une vie de travail. Les chefs d'entreprise ne seront plus attaqués en permanence. Je veux 34 milliards de baisse de charges pour que nos entrepreneurs soient à égalité de concurrence avec leurs concurrents en Europe. Le travail du dimanche ne sera plus soumis au droit de veto des organisations syndicales, parce que si on devait mettre le droit au travail au veto des organisations syndicales, il y a fort à parier qu'on ne travaillerait plus beaucoup en France. Les entreprises auront la possibilité de sortir des 35 heures, une seule France dans laquelle la réussite sera possible. Réussir, ce n'est pas un gros mot, sans qu'il soit besoin de partir à l'étranger pour créer, pour innover, pour s'élever. Je refuse que nos talents partent, parce que tout le monde les reconnaît, sauf nous. Je veux supprimer le principe de précaution, le remplacer par un principe de responsabilité. Je veux que nos chercheurs aient des laboratoires dignes de ce nom, sans qu'ils aient besoin de partir à l'étranger pour s'imposer dans leur domaine, où on les fait venir, parce qu'en France, on ne les respecte plus. Je veux que Paris saisisse l'occasion historique du Brexit pour devenir la grande place financière d'Europe. Je veux que les start-up puissent s'installer ici et j'autoriserai la déduction de 50%, comme c'est le cas au Royaume-Uni,
des investissements dans les start-up de la base imposable, parce que je me refuse à ce que Paris, après avoir été dépassé par Londres, soit demain dépassé par Barcelone, parce que Paris, c'est la capitale de la France, et que Paris doit continuer à faire éclore les blablacars de demain, plutôt que d'aller visiter le Puy du Fou, plutôt que d'écouter les Français. M. Macron aurait mieux fait, 4 mois après le Brexit, de prendre une initiative pour que nous récupérions ce dynamisme de Londres à Paris. Une seule France, où dans chaque département, cher Claude, seront créés des internats pour les élèves qui rendent la vie impossible dans des collèges, dans des lycées, et les parents seront tenus d'accepter que leurs enfants aillent, et avec plaisir encore, dans ces internats à encadrement renforcé, et si les parents le refusent, eh bien les allocations familiales seront supprimées pour les familles qui ne voudront pas de cela. Une seule France où les 100 000 décrocheurs, cher Luc, auront le plaisir, s'ils n'ont pas d'emploi ou s'ils n'ont pas de formation, d'effectuer un service militaire obligatoire, parce que nous ne voulons pas que 100 000 jeunes chaque année n'aient que la loi de l'oisiveté ou la loi de la rue. Une école primaire où les enfants qui sortiront de cours préparatoires maîtriseront tous la lecture, parce que quand on ne maîtrise pas la lecture, on n'a aucune chance de réussir son parcours scolaire. Donc tous les enfants resteront au cours préparatoire tant qu'ils ne sauront pas lire. Et quand ils sauront lire, ils passeront dans la classe supérieure, une école digne de ce nom. Et je veux dire aux enseignants, que je vais leur demander de travailler plus, parce que j'ai l'ambition que vous tous, vous puissiez vous dire que tous vos enfants pourront rester à l'école et qu'ils pourront faire leurs devoirs à l'école avec des professeurs qui les encadreront. Ce n'est pas une question sociale. C'est une question où toutes les femmes travaillent et veulent leur indépendance. Qui peut aller chercher son enfant à 4h30 l'après-midi? Qui peut assumer 15 jours de vacances tous les mois et demi? Qui peut prétendre être disponible pour ses enfants? Eh bien, je veux que tous les enfants de famille de France, quel que soit votre statut social, vous puissiez laisser vos enfants pour qu'ils rentrent à la maison les devoirs faits, encadrés par un professeur du service public, parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer des petits cours à ses enfants. Oui, je demanderai aux enseignants de travailler plus. Mais en contrepartie, nous les paierons davantage. Et je veux dire aux professeurs, il y a un chemin que nous allons faire ensemble, car nous avons la ferme intention de reconstruire l'école de la République. L'enseignement des savoirs fondamentaux, l'apprentissage de l'histoire chronologiquement, le respect des maîtres, la suppression de la théorie du genre et l'accompagnement des plus faibles. La gauche a trahi les enseignants. Eh bien, nous allons rendre la place qui doit être la vôtre dans la République et dans la société. Parce que si la société ne respecte pas socialement, patrimonialement parlant, salarialement parlant, les enseignants, comment voulez-vous que nos enfants, dans les écoles, respectent leurs maîtres? Et je n'ai pas changé de ce point de vue-là. Pour moi, c'est clair. Quand le maître rentre dans la classe, ce sont les enfants qui se lèvent en témoignage de respect. Voilà, mes chers amis, une seule France où on a le droit de gagner sa vie. Une seule France où on a le droit de progresser socialement pour sa famille. On a le droit de transmettre son patrimoine. Une seule France, mais une France qui a le courage de remercier ceux qui travaillent et qui entreprennent. Une France qui est fière de ses chefs d'entreprise, parce que sans entreprise, il n'y aura pas de travail pour nos jeunes. Une France qui les honore, une France qui les soutient, une France qui leur parle. Une seule France dans laquelle tout ne sera pas écrit dès le départ,
où l'école de la République aura renoué avec l'égalité des chances, et où même un petit Français au sang mêlé peut terminer président de la République. Une seule France, celle de la souveraineté populaire. Peuple de France, reprends ton destin en main. Peuple de France, n'accepte pas la confiscation du débat. Oui, je veux rendre la parole au peuple. Oui, je n'ai pas peur du peuple. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas écouter la colère sourde qui monte. Ce qui est dangereux, c'est d'ignorer l'humiliation de millions de nos compatriotes. Ce qui est irresponsable, c'est de ne pas répondre à l'angoisse de ces millions de Français qui nous disent chaque jour « Mais est-ce que demain, la France existera encore? Est-ce que la France que j'ai reçue de mes grands-parents et de mes parents, je vais pouvoir la transmettre demain à mes enfants et à mes petits-enfants ?» Je veux qu'on réponde à cette question. Si nous ne faisons rien, nous nous réveillerons un jour avec un visage de la France qui ne sera pas beau à voir, parce que ça sera le visage de l'amertume, de la revanche, de la détestation de tous par tous. Je veux rendre la parole au peuple de France. Alors tout commence maintenant. Si nous disons tout maintenant, nous ferons tout demain. C'est au fond une vision, un choix entre deux côtés de la modernisation. Il y a la modernisation pour l'élite et il y a la modernisation pour le peuple. Il y a la modernisation hors sol ou une modernisation enracinée dans notre histoire. Il y a la modernisation pour effacer la France dans un universalisme où tout se vaut et une modernisation pour retrouver la France. Je veux qu'on retrouve la France. Cette France que j'aime, cette France qu'on m'a donnée, cette France qui m'a tout donné, cette France que j'ai apprise, je veux lui rendre. Je veux lui rendre sa fierté, je veux lui rendre sa place, je veux lui rendre sa dignité, je veux lui rendre sa grandeur. Et peuple de France, c'est maintenant. Alors allez dire à vos amis, allez dire à vos voisins, allez dire à vos entourages qu'on a besoin d'eux. Allez dire que la majorité silencieuse a décidé de ne plus être silencieuse. Allez leur dire que la France va rester la grande nation qu'elle a toujours été. Allez dire que nous, les Français, nous allons changer le cours de l'Europe. Allez dire que la France a les ressources, la volonté, la force pour rester aux yeux du monde ce pays, chère Ingrid Betancourt, sur lequel on peut compter au fin fond de sa geôle. Quand on a perdu tout espoir, eh bien, il reste la France. Parce que la France, elle a été heureuse d'avoir Ingrid Betancourt comme grande Française. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser. C'est maintenant qu'il faut peser. C'est maintenant l'alternance déterminée. Une seule France, la nôtre, la vôtre. Vive la République! Vive la France! Très bonne place.